La journée a été historique en Égypte. Des centaines de milliers de personnes ont défié Hosni Moubarak. Quel est l'avenir de la région et doit-on avoir peur des islamistes? C'est le débat que nous vous proposons ce soir. Vous êtes bien sûr à Infrarouge. En quelques mots, là, vous êtes en train de faire quoi? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à Infrarouge. Le monde arabe est en ébullition. Cette soif de liberté va-t-elle toucher d'autres pays arabes? Et puis, doit-on avoir peur d'une récupération du mouvement par les islamistes? Autant de questions que nous allons aborder ce soir avec nos nombreux invités que vous allez découvrir tout au long de ce débat. Mais tout d'abord, j'aimerais faire réagir mes invités à cette information. Une information qui est tombée. Hosni Moubarak devrait intervenir selon la chaîne Arabia d'une minute à l'autre. Il renoncerait à se présenter à l'élection présidentielle de septembre, mais resterait au pouvoir jusque-là. Alors j'aimerais vous entendre, Tariq Ramadan, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes d'origine égyptienne, interdit de séjour depuis 15 ans. Comment vous réagissez à cette information qui reste bien sûr à confirmer? Écoutez, je réagis comme on a pu réagir aux différentes interventions du président Hosni Moubarak et de son administration durant les derniers jours. On a l'impression qu'ils n'ont pas compris ce qui est en train de se passer sur le terrain. Aujourd'hui, ce sont des millions de personnes qui disent non au système et qui disent non à sa présence. Ça n'est pas des accommodements, et d'autant plus les accommodements qu'il a proposés, c'est-à-dire d'aller chercher quelqu'un qui travaillait dans les services de renseignement et de sécurité pour le mettre vice-président. Ça, c'était ce week-end. C'était ce week-end. Donc, en l'occurrence, ici, on a la perception d'un décalage entre ce qu'il comprend du message qui lui est envoyé et puis des exigences de la population. Ajoutez à cela que nous sommes dans une période où il reste en place, nous sommes dans une période de transition et que derrière la scène, énormément d'enjeux aujourd'hui se jouent et dont il faut tenir compte. Donc il ne faut pas penser qu'il prend des décisions tout seul dans le vide absolu. D'autres considérations sont en jeu. Gagner du temps, c'est aussi trouver les moyens d'une transition différente de celle à laquelle on pourrait s'attendre. D'accord. Alors, monsieur Mohamed Reza Jalili, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes un spécialiste du monde arabe. Vous êtes d'accord avec l'interprétation de Tariq Ramadan sur l'information qui tombe ce soir? Oui, qui reste à confirmer. Hein. Oui, je ne suis pas spécialiste du monde arabe, je suis plutôt spécialiste du monde iranien. Mais je confirme ce que monsieur Ramadan vient de dire. On vit un moment historique en Égypte. Aucun président égyptien n'a été dans cette situation. Il y en a eu 3. Chacun soit est mort de mort naturelle. Le second a été assassiné. Et monsieur Moubarak, s'il abandonne vraiment le pouvoir, une page de l'histoire de l'Égypte sera tournée. Et je pense que dans cette perspective, il y aura des effets qui dépasseront très largement les frontières de l'Égypte. Il y aura certainement effet de contagion. D'ailleurs, la situation égyptienne elle-même fait suite à la situation tunisienne. Donc il y a déjà contagion. Et donc c'est un phénomène extrêmement intéressant. On a rarement vu des phénomènes de ce type, sauf par exemple avec la fin de la guerre froide, l'effondrement des républiques socialistes et populaire en Europe de l'Est. Donc c'est un phénomène qu'il faut suivre et qu'il faut regarder à travers l'ensemble de la région. Alors on va parler de ce phénomène de contagion, mais je vous propose d'abord de découvrir les images qui ont été tournées aujourd'hui au Caire, des images impressionnantes, des images historiques puisque c'était encore difficilement inimaginable il y a quelques semaines. Au moins 1 million d'Égyptiens sont descendus dans les rues aujourd'hui dans toute l'Égypte pour réclamer le départ donc, du président Hosni Moubarak. Au Caire, ces images que l'on découvre ici, des centaines de milliers de personnes se sont massées sur cette fameuse place Tahrir, devenue depuis une semaine le point de ralliement de la contestation. De grands rassemblements ont eu lieu dans d'autres villes d'Égypte, comme par exemple Alexandrie et Suez.
Alors, j'aimerais dans un premier temps donner la parole aux Égyptiens que nous avons sur notre plateau. Je vous redonne la parole, Tariq Ramadan, hein, je l'ai dit, ça fait 15 ans que vous n'avez plus pu retourner en Égypte. Vous êtes d'ailleurs né à Genève, on connaît votre histoire. Mais qu'est-ce que ça vous fait de voir ce peuple, qui est quand même votre peuple, votre pays, manifester comme ça dans la rue ? Ben écoutez, beaucoup de fierté. Je vous avouerai franchement une chose, c'est que quand j'ai vu le peuple tunisien se lever, et qu'il a impressionné le monde entier par la fulgurance du phénomène, je me suis dit, si seulement les Égyptiens avaient ce courage, s'ils pouvaient faire la même chose, car tous les ingrédients qu'on trouve en Tunisie, paupérisation, clientélisme, corruption et dictature, étaient et sont présents, avec encore une situation qui s'aggrave en Égypte, puisque vous avez 1 million de plus de nouveaux habitants, avec l'augmentation de la population chaque 8 mois. Donc on avait tout été présent, et l'impression que rien n'allait bouger. Mais vous avez été surpris quand même? Oui, bah, tout à fait, surpris, parce que je pense que c'était pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'Égypte est un pays géostratégiquement très important, que nous sommes proches du conflit israélo-palestinien, que c'est une base avancée des Américains et de leurs intérêts régionaux. Et donc, je n'imaginais pas que ce qui s'était passé en Tunisie allait être possible. Cela étant, il faut savoir que les Américains s'étaient très impliqués en Tunisie. Ils étaient très impliqués avec le départ de Ben Ali et avec le calme de l'armée. Et on a exactement le même scénario. Donc beaucoup de fierté vis-à-vis du peuple, mais sans aucune naïveté. Ce sera extrêmement difficile. Il faut rester prudent et accompagner le mouvement de la fierté d'un peuple qui se soulève sans naïveté des intelligences qui analysent. Miret Zaki, alors vous d'habitude on vous entend parler du BS, là c'est pour vos origines hein, que vous êtes là ce soir, puisque vous êtes égyptienne, vous y avez d'ailleurs vécu jusqu'à l'âge de 8 ans, vous êtes née au Caire. Ce sentiment de fierté, vous le partagez aussi ? Oui, un sentiment de fierté et d'admiration, absolument une surprise au quotidien de voir que ça dure, parce que j'y croyais pas. Le peuple égyptien est apathique depuis tant d'années, et quand il y a des événements, il y a une répression très forte de la part de la police, pas de l'armée, mais des services de sécurité de la police qui est vraiment légendaire en termes de force de répression. N'importe quel groupuscule activiste, on sait qu'ils finissent en prison très vite, que la population carcérale est énorme, que vraiment ce gouvernement avait une manière évidemment totalitaire de tenir toute forme de contestation, que les activistes des droits de l'homme, comme des professeurs à l'université américaine, étaient en prison. Et donc, on n'imaginait pas qu'un courage pareil puisse arriver, surtout dans le siège des attentats contre les Coptes à Alexandrie. Vous êtes étonné aujourd'hui de la réaction des Égyptiens ? Oui, parce que c'est un espèce de courage contagieux qui s'est propagé, où les gens n'ont pas peur d'aller devant les coups de feu tirés par l'armée. Donc vraiment, il y a un rouleau compresseur qui va aller jusqu'au bout. C'est pour ça que je m'étonne d'ailleurs que Moubarak puisse ce soir faire l'annonce qu'il va rester jusqu'en septembre. Il a de facto perdu le soutien des États-Unis qui disent qu'il faut un gouvernement de transition. Même l'armée a dit que les revendications du peuple étaient légitimes, alors que l'armée était la clé du soutien à Moubarak, et que son fils est probablement à Londres maintenant, caché là-bas pour sa sécurité. Et donc, il n'y aura pas de succession, il n'y aura pas de reconduction de sa présidence. Donc, à quoi servirait qu'il reste jusqu'en septembre? D'accord. Alors, Manon Chic, hein, vous représentez Amnesty International. On entend Miret Zaki parler de peur, de répression. Les Suisses vont en vacances en Tunisie, en Égypte. Beaucoup ne savaient pas ce qui se passait dans ce pays. Ils découvrent un petit peu ce manque de liberté qu'il y avait dans ces pays. Vous, ça vous a étonné, ça ? Ça m'étonne qu'on puisse effectivement ne pas encore savoir ce qui se passait en Tunisie notamment ou en Égypte. En Égypte, c'est quand même un gouvernement qui, depuis 30 ans, a instauré un état d'urgence qui donc empêche tout rassemblement public, qui permet un mandat très élargi à la police, donc une arrestation sans mandat, des gens qui sont détenus. On parle de milliers de personnes qui sont détenues dans les prisons. Donc aussi une impossibilité pour les partis politiques de se présenter aux élections. Il y a eu les élections législatives en novembre et décembre, de facto. En fait, la plupart des partis ont été exclus du Parlement. Et donc, on voit une situation qui finalement n'est pas extrêmement nouvelle, puisque ça dure depuis 30 ans et que la répression augmente depuis 5 ans, et les gens sont surpris. Mais finalement, tant mieux si les gens sont surpris. Je crois que tant mieux aujourd'hui qu'on voit cet immense mouvement de foule, qu'on voit les revendications des manifestants et qu'on voit des manifestations extrêmement pacifiques. Je trouve que ça, il faut effectivement le souligner. On voit des gens qui, certainement, sont désespérés d'être au chômage, de ne pas avoir d'objectifs dans la vie. Hein. Il y a
quand même 40% de la population en Égypte qui vit en dessous du seuil de pauvreté, avec moins de $2 avec par jour. Un taux de chômage très élevé, un taux de chômage énorme, un taux de chômage énorme, et donc aucune perspective. Et donc ces gens descendent dans la rue, mais sans violence. Je parlais tout à l'heure à mon collègue qui est sur place, il me disait, c'est une atmosphère de carnaval, cette manifestation, mais avec quand même de la colère. Mais en même temps, personne n'a l'idée de prendre des pavés et de les jeter sur la police. D'ailleurs, la police était très peu présente. Et je pense que c'est très important de souligner ce mouvement qui est extrêmement pacifique pour l'instant et de souhaiter que ça continue comme ça et qu'il y ait, si possible, le moins de répression possible qui s'abattent sur les manifestants. Alors j'aimerais entendre deux personnes qui reviennent de Tunisie, dont vous, Jalel Matri, vous êtes d'origine tunisienne. Vous êtes retourné à Tunis depuis la révolution islamique et c'est un petit peu les mêmes constatations que vous avez faites là-bas. Cette espèce de vent de pacifisme. Populaire. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah non, voilà. Lapsus non révélateur. Révolution de Jasmin. Bon, c'est vrai que j'ai perdu un peu la voix avec, pour les manifestations où j'ai participé avec nos amis égyptiens. D'accord, oui, il faut dire que ce soir, vous étiez à la Place Neuve à Genève. Voilà, on a fait aussi 2 autres manifestations en solidarité avec les Égyptiens. Voilà, c'est vrai qu'il y a une semaine, j'étais en Tunisie et j'ai vu autre chose que je voyais d'habitude quand je vais en Tunisie à chaque fois. C'est que déjà, la police politique ne sont plus, ils sont plus là. Ils te regardent plus pour t'intimider. Ils étaient plus cool, ça veut dire les personnes qui étaient à la police, ils étaient plus cool. On dirait que je rentre à Genève ici. À l'intérieur du pays, c'est qu'on voit un peu les gens, ils sont contents. Toutes les catégories de la population, les journalistes, les hommes de théâtre, ils étaient là. Ils s'échangeaient de paroles de victoire. C'est cette victoire que les Tunisiens ils ont gagnée, cette révolution tunisienne. Et puis on voit ils commencent à rêver. Ils commencent à avoir autre chose que la période de Ben Ali, la période de la répression. Elle commence à s'envoler. C'est vrai que maintenant, le problème, c'est le problème de sécurité en Tunisie. Et je pense que dans quelques mois... Il y a d'ailleurs encore des incidents, hein? Il y a quelques incidents. C'est toujours ces milices du pouvoir, l'ancien pouvoir, qui a libéré des milliers de prisonniers pour mettre en feu, en sang le pays. Et on voit qu'il y a les gens, ils prennent des comités populaires qui prennent en charge leur sécurité et puis ils sécurisent leur quartier. Et je vois que les gens ils commencent déjà à rêver d'une Tunisie meilleure, une Tunisie libre. Surtout, la Tunisie, c'est 70% de la jeunesse. Et c'est ça, c'est qu'ils veulent vivre comme ils vivent ici, les gens en Europe, avec les libertés, avec la dignité. Et c'est ce qui le manquait. Alors, Antonio Gers, vous étiez avec lui, hein, vous êtes rendu ce week-end en Tunisie. Vous étiez avec d'autres opposants tunisiens qui n'étaient plus retournés dans le pays quand même depuis très longtemps. J'imagine que ça devait être un moment émouvant pour eux. Effectivement, je crois que toutes les personnes qui ont dû s'exiler pour des raisons politiques reviennent sur leur terre avec toujours beaucoup d'émotions, de retrouver les lieux, de voir comme ils ont évolué. Mais j'aimerais revenir quand même sur cette question que vous avez posée tout à l'heure, Manon Chic, sur la surprise un petit peu de l'Occident de ces mouvements et la surprise aussi de constater que finalement il y avait des dictatures militaires. Et je crois qu'aujourd'hui on doit vraiment prendre acte de ce qui se passe dans ces pays arabo-musulmans et constater que quand même, notamment depuis une vingtaine d'années, depuis le 11 septembre 2001, l'Occident a un peu résumé les pays arabo-musulmans à 2 options, soit les islamistes intégristes, soit des régimes dictatures militaires. Et on a dit, ces dictatures militaires, elles font barrage à l'extrémisme. Et on a complètement occulté que finalement, dans ces pays, il y avait des populations qui aspirent à vivre dans la démocratie, dans le pluralisme, dans le respect des droits de l'homme, dans une vision de progrès, de partage, et qu'aujourd'hui, finalement, c'est cette population qui se réveille aux yeux non seulement de leur propre régime, mais aussi aux yeux du monde. C'est-à-dire, finalement, on constate que oui, que les arabo-musulmans, les jeunes, notamment dans ces pays, aspirent à vivre dans une meilleure sécurité matérielle et que c'est ça ce qu'ils demandent, dans des espaces démocratiques et de liberté que l'on connaît, nous ici, qui sont du coup dans les valeurs très compatibles avec les nôtres. Et je crois que c'est cette erreur de vision qu'on a faite et malheureusement cette complicité